Il convient de s'interroger sur l'objet qu'on se propose lorsqu'on entreprend d'étudier les formes et les transformations d'une morale, écrit Michel Foucault en 1984, donc l'année de son décès, dans l'introduction de l'usage des plaisirs, texte qui a été publié quelques mois auparavant dans la revue Le Débat. Et il ajoute « On connaît l'ambiguïté du mot, le mot moral. On pourrait d'ailleurs commenter « On connaît aussi l'ambivalence de l'auteur sur ce thème. » En fait, il l'a longuement évité, le réservant occasionnellement à des observations dépréciatives sur la morale bourgeoise, la morale prolétaire, la morale médicale, la morale humaniste. La morale était alors pour lui, du côté des normes et des conventions, des contraintes exercées sur les individus pour imposer une forme d'ordre qui, sous couvert de règles morales inégalement distribuées en fonction de la classe et du genre, était un ordre social. Je considère que la morale est intégralement réductible à la politique, affirmait-il en 1967. La morale est la politique. Et puis est venue la sexualité qu'il aborde à travers la question de la constitution des savoirs qu'elle mobilise, en distinguant l'art érotique oriental et la science sexuelle occidentale, et qui le conduit parallèlement à comparer la morale païenne et la morale chrétienne, moins pour les opposer, comme le sens commun tend à le faire, que pour montrer la continuité entre la première et la seconde. Enthousiaste, il imagine d'ailleurs consacrer à ce thème une part considérable de son œuvre à venir, puisque dans une conférence qu'il donne à Tokyo, il déclare en 1978 « Je m'occupe actuellement d'une sorte d'histoire de la sexualité dont j'ai promis avec la plus grande imprudence qu'elle aurait 6 volumes. Après la volonté de savoir, viendrait donc, selon lui, la chair et le corps, la croisade des enfants, la femme, la mère et l'hystérique, les pervers, population et race. » Le premier volume de cette série annoncée a été publié 2 ans plus tôt, 1976. Le deuxième paraîtra seulement 8 ans après, au terme de ce qu'on a longtemps considéré comme un mystérieux silence, jusqu'à ce que deviennent accessibles les cours qui attestent la poursuite inlassable de sa quête. Mais le fait est qu'entre-temps, la perspective a entièrement changé. Il s'agit certes encore de sexualité, mais sous l'angle des techniques de soi et des modes de subjectivation. Il s'en explique et s'en excuse. En programmant mon travail en plusieurs volumes sur un plan préparé d'avance, je m'étais dit que maintenant le temps était venu où j'aurais pu les écrire sans difficulté. Et à l'évidence, tel n'a pas été le cas, et il continue. Ces livres, j'ai failli mourir d'ennui en les écrivant, ils ressemblaient trop aux précédents. Et dans un échange réalisé à Berkeley, il déclare même non sans humour « Je dois avouer que je m'intéresse beaucoup plus aux problèmes posés par les techniques de soi qu'à la sexualité. La sexualité, c'est assez monotone. » La morale, dans ce nouveau cadre, prend une importance renouvelée, mais désormais sur un mode mélioratif. C'est cependant dans les cours au Collège de France, plus que dans les ouvrages, que se déploie la réflexion sur ce qui est désormais plus volontiers nommé éthique. Et la comparaison des livres et des leçons révèle d'ailleurs une remarquable productivité intellectuelle au cours de cette période qu'on avait pu croire relativement silencieuse. Non seulement la matière des uns et des autres est différente, les livres et les leçons, même si une certaine unité de pensée existe, mais Michel Foucault, ayant décidé de supprimer son séminaire et de le remplacer par des heures supplémentaires d'enseignement public, ce sont désormais 24 heures, 24 séances qu'il propose. Les commentaires et les commentateurs de son œuvre s'attachent plus volontiers à la discussion de Michel Foucault autour de l'éthique qu'autour de la morale. Ainsi, dans son vocabulaire de Foucault, Judith Revel propose une entrée éthique, mais non une entrée morale. À cette préférence communément admise, pour de bonnes raisons, en particulier, il y a d'abord que l'éthique apparaît tardivement et semble ainsi l'aboutissement de la pensée.
La morale en pointillé sous des formes différentes dans toute l'œuvre est moins facile à cerner. Deuxième raison, l'éthique fait l'objet dans les derniers travaux d'une analyse véritablement originale, alors que la morale reste confinée dans sa signification commune. Enfin, l'éthique a généralement une connotation plus positive que la morale, en tout cas dans l'esprit général. La première, l'éthique, semble à beaucoup plus belle, plus pure, plus absolue que la seconde, la morale. Si j'ai néanmoins décidé de parler ici de morale, c'est qu'elle est véritablement un fil rouge du parcours intellectuel de Michel Foucault. Et ceci, même si, ou plutôt parce que, la façon dont elle est approchée varie fortement au cours des années, permettant de saisir l'évolution de sa pensée sur ce sujet comme sur d'autres. Répondant à la question que lui posait le spécialiste de littérature italienne Alessandro Fontana sur l'ensemble de son œuvre, de l'histoire de la folie à l'histoire de la sexualité, ne s'agit-il pas au fond d'une nouvelle généalogie de la morale, lui demande-t-il. Michel Foucault répondait « N'était la solennité du titre et la marque grandiose que Nietzsche lui a imposée? Je dirais oui. » Le philosophe états-unien John Rashman, présentant à un public anglophone en 1986 les deuxième et troisième volumes de l'histoire de la sexualité, va au-devant des interrogations de son auditoire. Et je le cite, « On pourrait en être surpris. Foucault était tout sauf un moraliste. Il a même été vilipendé pour être nihiliste, quelqu'un qui croit qu'il n'y a pas de valeur morale. » Et c'est là pour lui un paradoxe, il continue. Foucault était l'opposé de celles et ceux qui trouvent naturel de parler d'éthique, mais difficile de prendre parti. Il a soutenu de nombreuses luttes, et pourtant, il considérait presque impossible de parler le langage de la moralité. Il disait que la valeur de son œuvre résidait dans ses conséquences pratiques, et néanmoins se retenait de dire ce qu'il faut faire et comment on doit vivre. Comme en écho à ce paradoxe, le politiste états-unien William Connelly posait ainsi la question : est-ce que Foucault est le porteur créatif d'une sensibilité généreuse, ou bien un penseur dangereux qui menace la retenue politique en brouillant les paramètres de la morale? Et sa réponse était : il est les deux à la fois. Il défie la morale établie à la poursuite d'une sensibilité éthique plus élevée, mais le danger est inscrit dans cet effort de déplacer les termes et les bases de ces doctrines. Et tel semble bien être le cœur de la controverse sur laquelle je reviens entre Michel Foucault et Jürgen Habermas. En 1987, le philosophe de la théorie communicationnelle accusait feu son collègue, puisqu'il était mort quelques années auparavant, de cryptonormativisme, néologisme en référence au caractère, je le cite, au caractère arbitraire de l'engagement partisan d'une critique qui ne peut rendre compte de ses fondations normatives. Et ce, alors que sa supposée neutralité était, toujours selon Habermas, loin d'être exempte de valeur. En d'autres termes, le philosophe allemand reprochait à Michel Foucault à la fois de ne pas dévoiler ses présupposés moraux et d'avoir des présupposés moraux arbitraires, deux assertions quelque peu contradictoires, car comment caractériser ce qui est occulté? En fait, s'opposent ici deux manières de faire de la philosophie, deux épistémologies, si l'on veut. L'une, kantienne, pose les fondations morales sur lesquelles reposent les valeurs qui vont servir à juger des faits et à décider des actions à travers la procédure dialogique de la communication dans le cas d'Habermas. L'autre, nietzschéenne, interroge les fondations morales des valeurs qui sont effectivement mobilisées dans diverses situations, au-delà des justifications qu'invoquent les agents, et c'est bien sûr la démarche foucaldienne. La première, c'est ce qui est vrai, bien, juste dans le monde réel. La seconde examine ce qui est donné pour vrai, bien et juste dans le monde idéal. Y a-t-il pour autant
une suspension de tout jugement dans ce dernier cas. Rien n'est moins sûr. Quand en 1973, dans le cours La société punitive, Michel Foucault met en évidence au XVIIIe siècle, dans le capitalisme naissant, la différenciation des illégalismes entre ceux populaires qu'on punit et ceux bourgeois qu'on tolère, le seul établissement des faits et de leur logique fournit les bases d'une possible critique morale au regard du principe de justice. Lorsque l'année suivante, dans le cours Le pouvoir psychiatrique, il montre qu'au XIXe siècle, l'hôpital général a pour fonction d'identifier la maladie par la clinique et de la supprimer, tandis que l'hôpital psychiatrique a lui pour fonction de faire exister la folie comme réalité en prétendant la guérir par l'enfermement. La description du fonctionnement de l'asile et de la prise en charge des patients constitue ainsi une critique morale au regard du principe de sollicitude. Dans le premier cas, les bourgeois prétendent rendre la justice contre les déprédations des classes populaires. Dans le second, les psychiatres se prévalent de leur sollicitude pour les malades mentaux. L'enquête confronte ces justifications morales à la réalité de la sanction et du soin, respectivement. Les valeurs sous-jacentes à l'analyse ne sont ni cachées, ni arbitraires, mais elles n'ont pas non plus besoin d'être exposées et expliquées. Dans une certaine mesure, c'est à celles et ceux qui entendent ou lisent les cours de produire leur jugement sur la base de l'analyse critique qui leur est fournie et dont ils peuvent à leur tour critiquer les données empiriques ou l'élaboration théorique. En fait, dans toute la première partie de son œuvre, Michel Foucault, lorsqu'il parle de morale, et non pas d'éthique qui vient plus tard, il en parle de toute façon relativement peu, sauf autour de certains thèmes comme la pénalité, la prison, on vient de le voir. Il la considère donc toujours comme un objet extérieur au sujet. C'est un fait social, un ensemble de règles, de normes, de valeurs qui s'imposent à toutes et à tous ou à certaines catégories particulières. À propos de la censure qui s'exerce contre une littérature transgressive, il parle ainsi de morale sexuelle. À l'occasion de la sanction par ces instances ordinales d'un médecin qui avait publié un tract sur l'amour adolescent, il décrit, je cite, la médecine comme gardienne de la moralité. Évoquant la nécessité pour le prolétariat de se démarquer de la population criminelle pour échapper à la répression policière, il mentionne que les ouvriers ont adopté, je le cite, un système de moralité issu de la classe dirigeante en développant une sorte de puritanisme moral. Mais c'est bien sûr dans Surveiller et punir, en 1975, qu'il mobilise le plus systématiquement le langage moral, presque toujours en lien avec la rationalité ou la rationalisation pénale. Et j'en donne quelques exemples. Justification morale du droit de punir, petit fonctionnaire de l'orthopédie morale, revendication morale de l'humanisme, réinsertion morale et matérielle, morale de l'obéissance, règle d'une morale saine, contagion morale, maladie morale, livre de morale, morale de la délation, régénération morale. Voilà quelques-unes des expressions qui sont tirées soit de documents colligés par l'auteur, soit de commentaires qu'il fait lui-même et qui, au fil des pages, égrènent les réalités du monde carcéral. Dans tous les exemples que je viens de citer, on comprend que la morale ne procède pas de l'expérience des sujets, mais vient de la société, ou plus précisément des institutions qui la représentent. La justice, la prison, le collège, l'armée. Elle pèse sur eux quand bien même elle est supposée les élever. Elle agit sur eux à travers des émotions, en générant de la peur, en suscitant de la honte, en étouffant la colère. Elle implique à leur égard des attentes de conduite, marquant leur soumission, leur réforme, leur redressement, ainsi qu'on nommait les institutions pour mineurs. Bien qu'il ne le cite qu'une fois dans le livre, c'est là une lecture de la morale qui est finalement proche de celle que proposait 69 ans plus tôt Émile Durkheim dans une communication à la Société française de philosophie. Je le cite. « Les règles morales sont investies d'une autorité spéciale en vertu de laquelle elles sont obéies
par ce qu'elle commande. Autrement dit, il s'agit d'une obligation au sens où l'entend Emmanuel Kant. Mais il s'y ajoute, selon le sociologue, une dimension que n'avait pas retenue le philosophe allemand. Il est impossible que nous accomplissions, dit-il, un acte uniquement parce qu'il nous est commandé et abstraction faite de son contenu. Pour que nous puissions nous en faire l'agent, il faut qu'il intéresse en quelque mesure notre sensibilité, qu'il nous apparaisse sous quelque rapport comme désirable. En somme, pour Émile Durkheim, le fait moral est déterminé par un sens du devoir et par une attraction pour le bien. Mais il la complète par les éléments empiriques suivants. Premièrement, dit-il, pour chaque peuple à un moment déterminé de son histoire, il existe une morale, et c'est au nom de cette morale régnante que les tribunaux condamnent et que l'opinion juge. Relativisme culturel donc, puisque la morale est spécifique à une société et à une période donnée. Deuxièmement, la sanction, écrit-il, est une conséquence de l'acte qui ne résulte pas du contenu de l'acte, mais de ce que l'acte n'est pas conforme à une règle préétablie. Relativisme, ici, moral, puisque la moralité d'un acte n'est définie que par sa conformité à des règles préétablies. Dans la division du travail social, l'auteur appliquait déjà cette double grille à la question du crime. Je le cite, « Nous appelons de ce nom, le crime, tout acte qui, à un degré quelconque, détermine contre son auteur cette réaction caractéristique qu'on nomme la peine. » Il inverse donc le sens commun, qui attribue des caractéristiques morales particulières au crime, atteinte au droit de propriété ou à l'intégrité de la personne, par exemple, en affirmant que le crime est simplement ce que la société choisit de condamner. On pourrait en donner de nombreuses illustrations. Un viol a pu être considéré longtemps comme relevant d'une forme tolérée de droit de cuissage ou forme avoisinante. Un homicide peut être présenté comme relevant a priori de la légitime défense s'il est commis par un policier. Une soustraction à l'impôt peut être décrite comme une optimisation fiscale si elle est pratiquée par un puissant chef d'entreprise. D'où cette célèbre formule durkheimienne « Il ne faut pas dire qu'un acte froisse la conscience commune parce qu'il est criminel, mais qu'il est criminel parce qu'il froisse la conscience commune. Nous ne le réprouvons pas parce qu'il est un crime, mais il est un crime parce que nous le réprouvons. » On voit la portée critique de cette analyse qui récuse toute prétention à un droit naturel et dévoile les enjeux du droit positif. À ce double relativisme culturel et moral durkheimien, qui retourne la compréhension ordinaire du crime, Michel Foucault ajoute 3 éléments qui le complètent en donnant la clé du dispositif punitif mis en place à la fin du XVIIIe siècle avec la naissance de la prison. En quelque sorte, il ajoute sa moralité cachée. Premièrement, derrière l'adoucissement des peines demandé par les réformistes et inscrit dans la loi, il y a la possibilité d'en étendre considérablement le champ d'application. Il y avait peu d'exécutions sous l'Ancien Régime, il y a de plus en plus d'incarcération sous le Nouveau. Je cite, « Tout se passe comme s'il y avait eu une progressive baisse d'étiage. » Deuxièmement, derrière l'universalité du droit, affirmée dans les textes, il y a l'inégale distribution des sanctions, la sévérité à l'encontre de la délinquance du peuple et la mansuétude à l'égard des infractions de la bourgeoisie. On ne trouvera dans les prisons que les pauvres et les prolétaires. Nouvelle citation, « La loi et la justice n'hésitent pas à proclamer leur nécessaire dissymétrie de classe. » Troisièmement, derrière la défense de la société promue par la théorie utilitariste, censée se manifester par une baisse de la criminalité et une protection de la sécurité publique, c'est le rappel à l'ordre social qui est en jeu. Les milieux populaires doivent être assignés à leur place. Il écrit
Les châtiments ne sont pas destinés à supprimer les infractions, ils visent non pas tellement à rendre dociles ceux qui sont prêts à transgresser les lois, mais ils tentent à aménager la transgression des lois dans une tactique générale des assujettissements. La force de la critique tient à ce que la morale énoncée abstraitement des peines plus douces, une justice équitable, un utilitarisme bienveillant, se trouve confrontée à la réalité de son application. De fait, extension des sanctions, disparité des condamnations, oppression du peuple. En somme, la morale, émanation d'une société inégale et répressive, est mise en cause non tant dans ce qu'elle prétend être, mais dans ce qu'elle est effectivement. C'est le mensonge de son invocation pour juguler le crime qui est révélé. On connaît la fameuse formule nietzschéenne dans l'avant-propos de sa généalogie de la morale de 1887. Nous avons besoin d'une critique des valeurs morales et la valeur de ces valeurs doit tout d'abord être mise en question. Il y a deux manières d'entendre cette mise en question. L'une est radicale, contestant leur valeur en soi, rejetant notamment la distinction entre le bien et le mal. C'est ce que fait Nietzsche. L'autre peut être appelée dialectique, consistant en un examen de leur valeur à l'épreuve des faits pour en dévoiler l'éventuelle duplicité. C'est ce que propose Michel Foucault. La critique qu'il formule de l'appareil judiciaire et carcéral trouve sa validation empirique dans les travaux du XIXe siècle des historiennes et des historiens, notamment ceux de Michel Perrault, sur le système pénitentiaire. En écrivant « Surveiller et punir », il avait bien sûr à l'esprit la situation de son temps, contemporain donc, puisqu'il avait activement participé à la dénoncer et à la combattre. C'était il y a 5 décennies, comme je l'ai montré dans mes enquêtes sur la police, la justice et la prison, la triple mise en cause qu'il faisait de la moralité punitive est plus que jamais d'actualité. L'appareil répressif s'étend, plus injuste, plus spécieux. Au moins jusqu'au milieu des années 1970, la conception donc qu'a Michel Foucault de la morale est relativement traditionnelle. C'est un ensemble de normes et de valeurs reposant sur des distinctions entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, la vérité et le mensonge, normes et valeurs qui sont définies par la société, prescrites à ses membres et respectées sous peine de sanction. C'est cette conception qu'il a en tête lorsqu'il en fait la critique en révélant l'hypocrisie sociale qui sous-tend l'application effective de ces règles. Mais à la fin de sa vie, c'est une toute autre vision qu'il adopte, ce qu'on nomme souvent son tournant éthique. 8 années se sont donc écoulées entre les premiers et deuxièmes volumes de l'histoire de la sexualité. Dans l'intervalle, la manière dont Michel Foucault pense la morale a totalement changé. Comme le montrent les 3 derniers cours, l'herméneutique du sujet, le gouvernement de soi et des autres, et le courage de la vérité. Sa nouvelle perspective, il la présente dans l'introduction de l'usage des plaisirs, distinguant 3 significations du mot moral. 3 façons, en somme, de l'appréhender. Premièrement, écrit-il, c'est un ensemble de valeurs et de règles d'action qui sont proposées aux individus et aux groupes par l'intermédiaire d'appareils prescriptifs divers, comme peuvent l'être la famille, les institutions éducatives, les églises, etc. Ces valeurs et ces règles peuvent être explicitement formulées, note-t-il, en une doctrine cohérente, ou bien à l'inverse, être transmises de façon diffuse, constituant alors un jeu complexe d'éléments qui se compensent, se corrigent, s'annulent, permettant ainsi compromis ou échappatoire. Ce code moral, comme il le nomme, correspond à l'usage qu'il fait du mot dans ses premiers travaux sur la folie et la prison et dans les nombreux entretiens qu'il réalise en marge de ses écrits. Deuxièmement, il y a, note-t-il, le comportement réel des individus dans son rapport aux règles et aux valeurs qui lui sont proposées, c'est-à-dire la manière dont ils se soumettent plus ou moins complètement à un principe de conduite, dont ils obéissent ou résistent à un interdit ou une prescription. Il s'agit alors, selon lui, d'étudier
les marges de variation et de transgression qu'ils s'autorisent par rapport aux normes déterminées par leur culture. Et cette moralité des comportements correspond donc à l'image en miroir du code moral premier niveau, la façon dont les membres de la société les respectent, les contestent, les contournent, ce sur quoi portent en partie ces réflexions sur le pouvoir et sur la résistance. Troisièmement, enfin, on peut considérer, souligne-t-il, la manière dont on doit se constituer soi-même comme sujet moral, agissant en référence aux éléments prescriptifs qui constituent le code. Alors, tel que formulé dans cette première citation, le dernier sens du mot moral rend toutefois assez maladroitement, je crois, compte de l'originalité des explorations dans lesquelles Michel Foucault est alors en train de s'engager autour de la sexualité, du souci de soi et de l'expression de la vérité. En effet, il semble rester prisonnier à la fois du code moral, puisqu'il le cite, et du comportement au regard des règles et des valeurs, puisqu'il y fait référence également. Or, ce qui apparaît plus loin dans ce même texte et va ouvrir de nouveaux horizons à la recherche, notamment en anthropologie, laisse entrevoir une bien plus grande liberté dans ce processus qu'il appelle subjectivation. Au-delà du strict respect des interdits et des obligations, écrit-il, il y a le travail éthique qu'on effectue dans le but de se transformer soi-même en sujet moral de sa conduite et qui s'inscrit dans un certain mode d'être caractéristique du sujet moral. Cette action sur soi procède donc d'une éthique de soi libérée des prescriptions du code moral de la société et d'une esthétique de soi se manifestant par un certain style de vie non lié par les conventions. Les exemples qu'il en donne concernent la sexualité aussi bien que la conjugalité, la maîtrise des désirs comme la fidélité à l'engagement, avec comme cadre référentiel aussi bien la tradition, la religion ou la philosophie qu'une exigence de vie définie pour soi. Tel est l'objet de ces dernières recherches. Au regard de cette triple caractérisation de la morale, peuvent donc se reconstituer trois histoires en quelque sorte parallèles. L'histoire des codes, analyse des différents systèmes de règles et de valeurs qui sont en jeu dans une société ou un groupe donné, écrit-il, les instances, les appareils de contraintes qui les font valoir et les formes que prennent leur multiplicité, leur divergence, leur contradiction. L'histoire des moralités, qui étudie dans quelle mesure les actions de tels individus ou de tels groupes sont conformes ou non aux règles et aux valeurs qui sont proposées par différentes instances. Et enfin, l'histoire des techniques de soi, qui s'attachent à la manière dont les individus sont appelés à se constituer comme sujet de conduite morale. Si l'on passe cette fois de l'histoire à l'anthropologie, ce sont deux grands modèles de morale, voire deux types de sociétés qui se dessinent selon lui. Dans les unes, je le cite, l'accent est surtout mis sur le code, sa systématicité, sa richesse, sa capacité à s'ajuster à tous les cas possibles et à recouvrir tous les domaines du comportement. Dans les autres, je le cite encore, l'élément fort et dynamique est à chercher du côté des formes de subjectivation et des pratiques de soi. Selon les époques, les mouvements et les ordres monastiques, la morale chrétienne a correspondu plutôt à l'une ou à l'autre de ces morales, notamment orientées soit vers le code, soit vers l'éthique. Les deux ne s'excluent cependant pas, et l'étude qu'a réalisée Giorgio Agamben sur l'ordre des frères mineurs, créé par François d'Assise, montre comment l'établissement d'une règle stricte peut, à travers la pratique de la pauvreté, s'accompagner d'une émancipation des franciscains comme sujet affranchi du droit. Ce n'est toutefois pas dans le monde chrétien que Michel Foucault va poursuivre son exploration. C'est dans l'Antiquité grecque et à un moindre degré dans l'Antiquité romaine qu'il va puiser son inspiration. Comme l'écrit l'historien Paul Venn, qui a été son ami pendant très longtemps et son confident parfois,
je le cite, « Il a fini par éprouver pour l'Antiquité gréco-romaine une attirance aussi vive que son maître Nietzsche. » Et citant donc l'admiration que Michel Foucault vouait à l'édit proie de Sophocle et le plaisir qu'il avait à lire les lettres de Lucilius de Sénèque, les lettres à Lucilius de Sénèque, il ajoute « Il y a quelque affinité entre l'élégance de l'individu Foucault et celle qui distingue la civilisation gréco-romaine. En somme, l'élégance antique a été secrètement pour Foucault l'image d'un art de vivre, d'une morale possible. » Plus encore que dans les ouvrages sur la sexualité, c'est dans les derniers enseignements qu'il manifeste le mieux cette élégance. Au début du cours sur l'herméneutique du sujet, désireux d'établir l'importance du précepte « soucie-toi de toi-même » Epiméleia eotou, et sa prééminence éthique sur la plus traditionnelle prescription delphique « connais-toi toi-même » Gnoti seoton, Michel Foucault revient sur la mort de Socrate et sur la plaidoirie qu'il prononce pour dire son innocence aux Athéniens, peu avant ce qui sera sa condamnation à mort par le vote de leur assemblée. On sait que les derniers mots du philosophe, le jour de son exécution, seront pour dire à ses amis qui lui demandent quels ordres il leur donne pour ce qui concerne ses enfants et ses affaires, « Ayez le souci de vous-même ». Mais comment entendre cette formule, ultime message de celui qui dit avoir reçu du Dieu l'obligation de vivre en philosophant? Se soucier de soi, c'est accepter de se désintéresser de la richesse, de la gloire et des distinctions. C'est vouloir s'améliorer par l'exercice de la raison et la recherche de la vérité. Et pour Socrate, sa mission divine est de se soucier des autres, ce que refusent de prendre en considération ceux qui le calomnient et ceux qui le condamnent. « Demandez-vous, leur dit-il, s'il est humainement possible de négliger comme moi tous ses intérêts personnels, d'en supporter les conséquences depuis tant d'années déjà, et cela pour s'occuper uniquement de vous. S'il arrivait qu'on décidât de le tuer, ajoute-t-il, les Athéniens passeraient le reste de leur vie à dormir, son expression, car précurseur méconnu des Noirs états-uniens qui ont popularisé la formule « stay woke » comme mot d'ordre de la conscience politique, il est, Socrate, celui qui tient éveillés les Athéniens. L'intention de Michel Foucault, en introduisant son propos à partir de cet épisode tragique de la mort de Socrate, est de montrer que même chez celui qu'on associe toujours à la connaissance de soi, le souci de soi est présent jusque dans ce moment crucial. En fait, selon lui, dans la pensée grecque, deux éléments sont liés. Prenons un petit peu de recul, suggère-t-il. On peut appeler philosophie la forme de pensée qui interroge ce qui permet au sujet d'avoir accès à la vérité, et spiritualité, la recherche, la pratique, l'expérience par lesquelles le sujet opère sur lui-même les transformations nécessaires pour avoir accès à la vérité. Cette spiritualité peut s'appuyer sur des purifications, des ascèses, des renoncements, dont la fonction première n'est pas la production de connaissances, mais la conversion du sujet. En réalité, selon Michel Foucault, la relation entre les deux modes de pensée est à double sens. La spiritualité est essentielle pour la philosophie, car, écrit-il, la vérité n'est donnée au sujet qu'à un prix qui met en jeu l'être même du sujet. Mais la philosophie produit réciproquement un effet sur la spiritualité par, écrit-il, un retour de la vérité sur le sujet. Ces deux dimensions, donc cognitives et éthiques, et leurs relations étroites, sont largement présentes dans la pensée grecque, avec une exception cependant, pour lui, qui est Aristote. Au regard de cette longue tradition, une interrogation demeure d'ailleurs. Compte tenu de l'ubiquité du souci de soi, selon Michel Foucault, comment comprendre qu'il ait été si peu reconnu, relégué qu'il est derrière la représentation dominante de la modernité,
qui privilégie la connaissance de soi. Deux raisons à cela, selon lui. La première relève du jugement négatif qui associe le souci de soi au narcissisme, voire au dandysme, ou au repli égoïste et à l'indifférence à l'égard des autres. La seconde tient au moment cartésien qui a contribué à le disqualifier et l'exclure, inaugurant ainsi l'âge moderne de l'histoire de la vérité, qui, continue-t-il, commence à partir du moment où ce qui permet d'accéder au vrai, c'est la connaissance elle-même et elle seule. Le retour à l'Antiquité qu'il propose, c'est donc la redécouverte de cette éthique. C'est sur ce point que, si stimulante soit-elle, la thèse de Michel Foucault sur la signification de cette éthique pose un problème d'interprétation. Dans le souci de soi, qui est le troisième volume de l'histoire de la sexualité, s'appuyant en particulier sur les épîtres et les pensées du philosophe stoïcien Sénèque, il affirme que, je le cite, « le rapport à soi qui constitue le terme de la conversion et l'objectif final de toutes les pratiques de soi relève encore d'une éthique de la maîtrise, mais est aussi définie comme une relation concrète qui permet de jouir de soi. » Centrale pour la conception foucaldienne est en effet l'idée que la culture de soi s'accompagne d'une morale des plaisirs, lesquels sont d'ailleurs bien différents des plaisirs ordinaires qui procèdent de la simple force du désir. Cette lecture ne convainc cependant pas Pierre Hadot, l'auteur des exercices spirituels et philosophie antique, qui vient d'entrer au Collège de France sur une chaire d'histoire de la pensée hellénistique et romaine, justement à l'initiative de Michel Foucault, qui pourtant ne le cite ni dans son cours de 1982, ni dans son livre de 1984. Pour ce spécialiste du stoïcisme, le plaisir dont parle Sénèque dans une lettre à Lucilius ne relève pas de la culture de soi, mais d'une élévation par laquelle l'être humain se reconnaît comme faisant partie de la nature par une sorte de conscience cosmique. Autrement dit, plutôt qu'une subjectivation morale, il s'agit de l'objectivation spirituelle d'une présence au monde. Alors, pour un public profane, cette discussion pourrait sembler une affaire de pure érudition. Elle est toutefois, je crois, d'un grand intérêt, et ce de deux façons différentes. Premièrement, si l'on suppose que Pierre Hadot, philologue, philosophe, historien de la pensée grecque, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'étude des exercices spirituels des stoïciens, a probablement raison de considérer ces exercices comme une élévation plutôt que comme une introspection, on doit se demander pourquoi Michel Foucault semble ignorer les écrits d'un auteur qu'il apprécie, mais ne cite pas, alors même que les thèses de ce dernier sur le sujet sont déjà publiées, qu'il les a sans doute lues. L'analyse de Paul Venn est à cet égard éclairante. Dans un article pour un numéro spécial de Critique intitulé « Michel Foucault du monde entier », paru 2 ans après la mort de son ami, il livre une confidence que le directeur de la revue a préféré ne pas publier, probablement parce qu'il y est question de la maladie dont souffrait le philosophe. Je cite. « La sagesse antique lui était devenue personnelle. Durant les 8 derniers mois de sa vie, la rédaction de ces 2 livres a joué pour lui le rôle que l'écriture philosophique et le journal intime jouaient dans la philosophie antique, celui d'un travail de soi sur soi, d'une auto-stylisation. C'est ainsi qu'il travaillait à écrire et réécrire ces 2 livres, à liquider cette longue dette envers lui-même. » Selon Paul Venn, donc, les ultimes ouvrages et enseignements relèvent donc d'une auto-analyse, non pas cependant au sens psychologique de donner accès à l'inconscient de l'auteur ou simplement à sa conscience, mais au sens philosophique, de lui permettre à travers des œuvres qu'il connaissait bien de poursuivre sa propre quête et d'élaborer sa propre pensée, plutôt que d'avoir une fidélité totale aux originaux. Et deuxièmement, précisément, la question se pose alors de la légitimité, voire de la moralité d'une telle démarche intellectuelle. Que dans l'interprétation d'œuvres du passé, on en force en quelque sorte le sens pour les faire correspondre à sa propre analyse peut sembler une trahison. En l'occurrence,
Cette trahison serait même un comble de la part d'un philosophe dont le cœur de la réflexion porte dans cette période sur le dire vrai et l'histoire de la vérité. Mais le problème peut être formulé à partir de la question de la traduction. Traduction d'une langue dans une autre et traduction d'une pensée dans une autre soulèvent au fond des questions relativement similaires. Si, avec Lévinas, écrit l'auteur britannique Phil Goodwin, nous croyons que le début de l'éthique est la rencontre avec l'autre, alors la traduction doit représenter un terrain extraordinairement fertile pour le développement d'une pensée de l'éthique. Et Phil Goodwin commente ici longuement le sous-titrage du documentaire Jenin Jenin réalisé après un raid militaire israélien sur le camp de réfugiés palestiniens en s'appuyant sur la démarche herméneutique de George Steiner. Ce dernier, ce célèbre critique littéraire franco-états-unien, a en effet proposé dans After Babel une influente théorie de la traduction en 4 étapes. D'abord, il y a l'acte de confiance qui suppose une générosité à l'égard du texte. Puis vient le geste d'agression par lequel s'opère une prise de possession intellectuelle. Ensuite se produit l'incorporation qui correspond au transfert dans la langue du traducteur. Enfin, une restitution a lieu sous la forme d'une compensation qui s'efforce de rendre quelque chose du caractère intraduisible de l'original. Pour autant qu'il y ait une herméneutique de la traduction, on voit qu'elle s'applique aussi à une herméneutique de la lecture. Dans l'appropriation d'une autre pensée pour nourrir la sienne propre, il ne peut y avoir de traduction littérale. Traduire, c'est déjà interpréter, ce qui suppose toujours une forme de trahison. C'est même, pourrait-on dire, la condition pour que l'herméneutique devienne une heuristique, autrement dit pour que l'interprétation devienne matière à penser, à explorer, à découvrir. Et cette observation vaut évidemment pour celui qui se hasarde à proposer une interprétation de l'œuvre de Michel Foucault. L'anthropologie est probablement la discipline qui a tiré le plus ostensiblement parti de l'éthique foucaldienne. La relation de la discipline avec la question morale a longtemps été, et demeure d'ailleurs, complexe et difficile. Complexe dans la mesure où, dès ses débuts, les règles et les normes régissant les relations humaines, les préceptes religieux, les sanctions juridiques, les obligations et les interdits faisaient l'objet de toutes les attentions des anthropologues qui, pourtant, à de rares exceptions près, ne pensaient que rarement leurs matériaux empiriques en termes de morale. À la manière de M. Jourdain faisant de la prose sans le savoir, ils étudiaient la morale sans se le dire. Difficile aussi, car leur crainte était d'appliquer ou de se faire accuser d'appliquer leurs propres valeurs aux représentations et aux pratiques très différentes des leurs qu'ils observaient au cours de leurs enquêtes, les conduisant donc à porter des jugements moraux. Certains ne s'en sont d'ailleurs pas privés, tels Napoléon Chagnon ou Colin Turnbull, qui allaient jusqu'à provoquer les membres des sociétés qu'ils étudiaient pour ensuite critiquer leur cruauté. Les anthropologues n'étaient donc guère à l'aise avec la morale. Quelques études ont commencé à paraître cependant dans les années 1950. L'une d'elles comparait l'éthique traditionnelle des Gaukugama de Nouvelle-Guinée avec l'éthique chrétienne, au risque toutefois d'un regard ethnocentré. Une autre reconstituait le code moral des Indiens Navajos du sud des États-Unis en recueillant leurs prescriptions et leurs prohibitions auprès seulement d'un informateur. Ces recherches, comme presque toutes celles réalisées jusqu'à la fin du XXe siècle, dont certaines sont d'une grande finesse, comme celle menée dans les années 1980 par l'anthropologue états-unienne Laila Aboulourod, sur les normes, les valeurs et les affects des femmes bédouines d'Égypte, relevaient de l'approche durkheimienne, qui s'attache à décrire et analyser les règles et les devoirs auxquels les individus sont soumis dans leur société ou dans leur groupe. Et cette approche, l'anthropologue norvégienne Signe Howell l'appelle ethnographie des moralités.
Au début du XXIe siècle, une rupture s'opère dans l'anthropologie, en large part sous l'influence du dernier Foucault, selon l'expression consacrée. Elle reçoit souvent le nom de ethical turn, tournant éthique. Il ne s'agit plus de décrire les codes moraux, réglant la vie des membres d'une société, les conventions et les normes qu'ils doivent respecter et la manière dont ils le font, mais de comprendre comment, sur la base de leurs propres valeurs et sentiments, avec une intentionnalité explicite ou par simple manière d'être au monde, ils se comportent vis-à-vis d'eux-mêmes et à l'égard des autres. Là où l'ethnographie des moralités s'attachait aux contraintes pesant sur les individus et aux habitus qui commandent leur conduite, en fonction de leur culture, de leur classe sociale, des relations de genre, l'anthropologie de l'éthique, comme la désigne James Fabian, met en avant la liberté des individus, les pratiques vertueuses qu'ils essaient de développer, le travail sur soi qu'ils réalisent pour devenir des sujets moraux. Nombre des travaux de ce mouvement portent évidemment sur la religion, thème traditionnel de la discipline, auquel il offre un renouveau théorique. Le précurseur en est l'anthropologue saoudien-britannique Talal Assad, auprès duquel plusieurs chercheuses et chercheurs de sa discipline se formeront. Son ouvrage au titre foucaldien Genealogies of Religion, généalogie de la religion, paru en 1993, vise à repenser la construction moderne de la religion et de la laïcité. Il y analyse notamment les exercices ascétiques et les rituels monastiques dans le monde chrétien médiéval, à partir des techniques de soi, notamment la mortification des corps comme manière de contrôler ses désirs et la confession des âmes comme façon d'inspecter ses fautes. Cette lecture lui permet de repenser la place de la souffrance dans la recherche de la vérité au Moyen-Âge, qu'il s'agisse de la pratique de la torture sous l'Inquisition pour éradiquer les hérésies, ou de la réparation des péchés par la pénitence pour se purifier soi-même. Mais ce sont deux autres religions, l'islam et le jaïnisme, qui vont faire l'objet des recherches les plus innovantes, cette fois dans le monde contemporain, montrant ainsi à la fois la fécondité et l'actualité de la conception foucaldienne de l'éthique. S'appuyant sur de longues enquêtes de terrain, ces recherches ne visent pas à justifier des pratiques, mais à les comprendre depuis la perspective de celles et ceux dont elles font partie de l'expérience. La recherche conduite par l'anthropologue pakistanaise Saba Mahmood porte sur le renouveau islamique en Égypte et plus spécifiquement sur la participation de nombreuses femmes de conditions très diverses à ce qu'on appelle le mouvement des mosquées. Ce mouvement se caractérise par un enseignement religieux, une activité caritative, la culture de vertus telles que la pudeur et l'humilité, et plus largement l'apprentissage d'une forme de vie qui mêle des manifestations extérieures comme le port du voile et des recherches intérieures à travers la prière ou le jeûne. Le travail ethnographique rend ainsi intelligibles des pratiques de soi qui font généralement l'objet plutôt d'une dénonciation. Il en restitue le sens, au demeurant loin d'être univoque, que leur donnent les femmes. Ce faisant, l'anthropologue suit les pas de Michel Foucault autour du travail éthique et même de Pierre Hadot autour des exercices spirituels. Elle insiste cependant sur le fait qu'il n'existe pas une seule conception de soi qui serait commune à la culture du renouveau islamique, mais des conceptions multiples, dépendant des régimes de vérité auxquels il s'agit d'accéder. Ainsi, tout en reconnaissant son propre malaise à l'égard de cette forme de vie, à laquelle elle n'adhère pas, elle tient à rendre compte de la diversité des expériences telles que les décrivent et les vivent les femmes de ce mouvement. Elle invite ainsi à repenser les interprétations communes, qu'elles soient de nature culturaliste, laïciste ou féministe, qui se contentent de juger à l'aune du modèle occidental libéral auquel précisément s'oppose ce retour à la religion. Loin de cette posture normative, Saba Mahmood oblige à considérer la possibilité d'une paradoxale liberté qu'ont ces femmes de choisir un mode d'existence éthique à l'intérieur des contraintes de la morale musulmane. Mais n'est-ce pas là, d'ailleurs, un choix que font aujourd'hui aussi les moniales qui, au prix de contraintes bien plus grandes encore, décident de se retirer hors du monde
pour se consacrer à une vie contemplative. L'ethnographie réalisée par l'anthropologue britannique James Laidlaw concerne la pratique des renonçants jaïns en Inde. Parmi les adeptes de cette religion, la grande majorité sont des laïcs qui vivent sans signe extérieur de distinction au sein de la société, mais certains deviennent en effet des ascètes. Ce sont des femmes et des hommes qui, après avoir donné tous leurs biens et s'être séparés de leur famille, adoptent une vie d'errance dans des conditions d'extrême indigence avec des règles particulièrement sévères. Ils s'en vont pieds nus sur les routes et les chemins sans jamais se laver ni se couper les cheveux. Ils sont vêtus d'une robe blanche, mais certains hommes sont entièrement dénudés. Ils pratiquent le jeûne et un véganisme strict. Ils enseignent le détachement du monde et prêchent la non-violence. En raison des sacrifices qu'ils consentent et de la vie austère qu'ils mènent, les renonçants font l'objet d'une vénération particulière de la part des laïcs jaïns. Ces derniers sont cependant éloignés de ce mode d'existence et une partie d'entre eux appartiennent même à de riches familles qui occupent des positions élevées, économiques ou politiques dans leur communauté. Et ce que propose donc James Laidlaw, c'est de comprendre comment sont résolues ces tensions, voire ces contradictions, entre les exigences éthiques de l'ascétisme religieux et les contraintes pratiques de la vie sociale. Il le fait à partir des techniques de soi, en s'attachant à comprendre les 4 composantes de la formation du sujet moral selon Michel Foucault, et particulièrement ce qu'il appelle la substance éthique, en l'occurrence le corps, à travers les épreuves auxquelles il est soumis. Mais là encore, n'est-il pas possible de soustraire les renonçants à leur exotisme, ou à l'exotisme qui les entoure, en se rappelant par exemple l'histoire de Bruno, promis à une position d'archevêque à Reims, qui choisit de se retirer du monde, donne ses biens aux pauvres et mène une vie d'ermite avec quelques compagnons avant de fonder l'ordre austère des Chartreux dans une forêt des Alpes. Pour Saba Mahmoud comme pour James Laidlaw, la conception de l'éthique de Michel Foucault permet de penser ces mouvements religieux, car au lieu de se fonder sur des principes universalistes, comme le font tant de théories philosophiques, elles mettent en avant une culture de soi qui, prenant des formes différentes selon les contextes, peut donner une clé de lecture de la piété musulmane aussi bien que de l'ascétisme jaïn. D'autres travaux d'ethnographique récents s'inscrivent dans cet héritage foucaldien, mais il ne faudrait toutefois pas négliger le fait que le tournant éthique de l'anthropologie est un phénomène plus vaste. Les travaux de Vinadas sur la violence contre les femmes en Inde trouvent leur inspiration plutôt chez Ludwig Wittgenstein et Stanley Cavell. Ceux de Michael Lambeck sur la possession à Mayotte chez Aristote et Austin. L'une et l'autre explorant non plus l'éthique religieuse, mais ce qu'ils appellent l'éthique ordinaire. Il faut donc comprendre le déploiement d'une anthropologie de l'éthique comme un moment de la discipline au cours duquel, à côté d'autres, la pensée foucaldienne a joué un rôle crucial en favorisant parfois l'émergence de nouvelles questions et souvent l'exploration de nouvelles réponses. Ultime inflexion de la philosophie morale, le courage de la vérité. Les 2 derniers cours se déplacent en effet, comme on l'a vu, de la culture de soi à la pratique du dire vrai, et de ce fait de l'éthique à la politique. Un tel déplacement est une surprise d'ailleurs pour Michel Foucault, qui reconnaît qu'il n'avait pas prévu. Je le cite. Cette analyse de la parésia, courage de la vérité, comme notion, concept politique, m'éloignait de ce qui était mon projet initial, l'histoire ancienne des pratiques du dire vrai sur soi-même. Mais y ajoute, je me rapprochais un peu d'un thème qui avait été après tout constamment présent dans l'analyse que j'avais entreprise, celui des relations de pouvoir et de leur rôle dans le jeu entre le sujet et la vérité. En réalité, cette découverte qu'il dit avoir faite lui permet, je crois, de résoudre un problème. Au début de la décennie 1980, avec ce qu'on a appelé le tournant éthique, donc, il s'est éloigné de la réflexion politique qu'il avait menée les années précédentes. La parésia la retrouve, car il s'agit de dire la vérité au pouvoir, et dans la mesure où se dire vrai implique un risque, il suppose un travail sur soi. En somme, éthique et politique se trouvent
désormais réunis. De cette articulation entre culture de soi et interpellation du pouvoir, entre travail éthique et engagement politique, je voudrais donner une illustration tirée de l'une de mes enquêtes. Le 30 mars 2017, dans la ferme de ses parents où se préparait le déjeuner, un homme de 37 ans appartenant à la communauté du voyage est abattu à bout portant, le corps criblé de balles, 5 balles, par une unité du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Il a 2 ans plus tôt été condamné à une peine d'emprisonnement pour un vol qui s'ajoutait à d'autres affaires d'atteinte aux biens. Au bout d'1 année et demie, il obtient une permission de sortir pour voir ses enfants et rendre visite à ses parents. Mais au terme des 48 heures de sa permission, il ne rentre pas à la prison. Dans le langage judiciaire, on parle d'évasion. Dans le discours médiatique, il devient un fugitif. En fait, il ne se cache guère et vit dans sa voiture. Au bout de 6 mois, un juge d'instruction décide de le faire interpeller. Mais au lieu de solliciter la gendarmerie nationale, qui connaît bien la famille et peut tenter de le convaincre de se rendre comme le cas s'est déjà produit, il fait appel au GIGN, unité d'élite en principe réservée aux situations à haut risque, telles que des prises d'otages et des actes terroristes. La décision stupéfie d'ailleurs le procureur, s'agissant d'un banal refus de réintégrer un établissement pénitentiaire de la part d'un homme qui n'a jamais commis de violence. Mais les préjugés à l'égard des voyageurs ont conduit à le présenter aux forces de l'ordre comme un individu potentiellement dangereux. Le jour de l'intervention, c'est donc une quinzaine de militaires, casqués, porteurs de gilets pare-balles, munis de pistolets semi-automatiques, de fusils à pompe et de grenades assourdissantes qui font irruption dans la ferme, plaquent au sol, sous la menace de leurs armes, les membres de la famille qui se trouvent sur place et se ruent dans les bâtiments en quête de l'homme qui s'est caché dans une remise. Ils finissent par l'y découvrir et, dans l'obscurité du local, tirent à plusieurs reprises et le tuent. Aux enquêteurs, ils expliquent plus tard que l'homme les ayant agressés avec un couteau, ils lui ont crié de le lâcher, ont tenté de le maîtriser à main nue, puis ont utilisé à 2 reprises un pistolet à impulsion électrique, taser, et finalement, ne parvenant pas à le contenir, n'ont eu d'autre choix que de faire usage de leur arme au terme de cette longue confrontation. Les membres de la famille, immobilisés à quelques mètres seulement de distance, livrent un tout autre récit d'après lequel les coups de feu ont eu lieu presque immédiatement après l'entrée des gendarmes dans la remise, sans que des sommations aient été entendues ou des bruits de lutte perçus. Néanmoins, dès le lendemain, le parquet reprend la version des forces de l'ordre, ignorant celle de la famille. Il parle de légitime défense, ce qui confirmera ultérieurement l'instruction, une décision de non-lieu étant prononcée sans que soient prises en compte les invraisemblances de la scène, telles que relatées par les militaires, les contradictions entre leurs auditions, les incohérences avec l'autopsie et la balistique, et les déclarations du médecin venu constater le décès auquel des agents ont confié que l'homme ne portait en fait pas d'arme. La sœur cadette de la victime n'était pas sur place lors de la tragédie qu'elle apprend d'un message téléphonique. Sa famille a d'ailleurs été éloignée de son domicile, personne n'a pu voir le corps du défunt, toutes et tous sont privés de veillée mortuaire. Lorsqu'elle prend connaissance quelques heures plus tard du terrible récit de ses parents, puis des articles de la presse locale qui dressent de son frère un portrait caricatural, enfin des paroles à la télévision du procureur qui exonèrent déjà les auteurs des tirs, la jeune femme a le sentiment d'une profonde injustice. Ses parents âgés et malades, molestés par les gendarmes, la mémoire de son frère salie, les coupables de sa mort blanchis. À l'indignité de ce traitement qui, pour elle, fait écho à tant d'autres situations où les gens du voyage sont dépréciés et humiliés, elle veut cependant opposer une réponse digne. Elle qui sait que sa diction révèle son origine et qui connaît les a priori qu'elle suscite, enregistre pourtant un message de 7 minutes face à la caméra de son téléphone. « Je parle avec mes mots », commence-t-elle émue. « On est ce qu'on est, mais on n'est pas des chiens. On a droit à la vérité. » Elle conteste le récit des forces de l'ordre et proteste contre l'absence de considération pour celui de ses parents. Mais très vite, elle généralise le cas de son frère à tous ceux que les forces de l'ordre tuent impunément. « Cette fois, on ne se laissera pas faire, conclut-elle. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête.
Les jours suivants, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux, militants locaux et parfois nationaux. Des soutiens se manifestent, y compris d'autres sœurs de jeunes hommes tués par des gendarmes et des policiers. Des appels à réagir se font entendre. La jeune femme est toutefois consciente des risques de débordement, comme il s'en est produit dans le passé lorsque des manifestations de voyageurs ont eu lieu après la mort d'un des leurs, abattu par les forces de l'ordre. Le résultat était à chaque fois le même, l'instrumentalisation de cette colère par le gouvernement pour inverser le sens de la violence qui, de celle de l'État, devenait celle des victimes. Ne pas répondre à la violence par la violence, dit-elle, il faut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait en tant que voyageur, ce sera marcher. Entourée par un important service d'ordre, la protestation est pacifique. Elle qui ne s'est jamais exprimée en public y prend la parole, demandant avec sérénité et fermeté que vérité soit faite et justice rendue pour son frère. De l'instruction à l'appel, de l'appel au pourvoi en cassation, les magistrats ne feront pas droit à cette demande. Mais elle poursuit inlassablement son combat, publiant un ouvrage, organisant débats et manifestations, contribuant pour la première fois à une convergence des luttes entre les différentes minorités ethno-raciales affectées par les violences d'État. Au fil du temps, sa réflexion s'approfondit. Ce n'est pas la condamnation des auteurs des tirs mortels qu'elle veut désormais. C'est la reconnaissance de la vérité qui rendrait à son frère son honneur. C'est l'exercice de la justice qui rendrait à sa famille sa dignité. L'éthique foucaldienne trouve là une remarquable illustration. Il y a d'abord, au lendemain de la tragédie, le geste de se dresser contre la collusion des forces de l'ordre, de l'appareil judiciaire et des médias pour exiger la vérité et la justice, et de le faire en élevant sa cause en généralité pour lui donner une signification presque universelle pour les victimes des violences d'État. Il y a ensuite, progressivement, la conversion de soi par le refus de la violence, dans la protestation et la récusation de la vengeance contre les gendarmes, pour se concentrer sur les seuls enjeux de vérité et de justice. Nouvelle Antigone, sa posture éthique prend une signification politique à travers le dévoilement de la compromission des pouvoirs policiers et judiciaires. Le philosophe belge André Berthen, dans une recension du cours sur l'herméneutique du sujet, écrit « On peut soutenir que Foucault, à travers toute son œuvre, a été préoccupé par la question de la morale, du rapport du sujet aux normes, de sa soumission aux configurations de discours, aux règles qui déterminent son rapport à la raison. » Et c'est ce que j'ai voulu montrer en suivant une trajectoire qui va des travaux sur la folie et la prison au cours sur le courage de la vérité. Cette trajectoire est tout sauf rectiligne, mais à mesure qu'on progresse, le propos se clarifie et se densifie. L'originalité se dessine, l'ambition s'affirme. La morale est d'abord pour Michel Foucault cet ensemble de normes et de valeurs qui caractérisent un certain rapport au monde d'une société, d'un groupe, d'une institution. Il y a ensuite cette longue parenthèse où la question morale disparaît de la pensée foucaldienne qui s'est tournée vers le pouvoir, et elle revient finalement, à travers le pouvoir pastorel et surtout le retour à l'Antiquité, sous une forme totalement renouvelée et même renversée, puisqu'elle a pour lieu de sa réalisation le sujet et pour processus de sa formation, la subjectivation. C'est le travail éthique qui consiste en une transformation de soi. Par un ultime déplacement, il prend avec le courage de la vérité une signification politique. Ainsi, dans les années 1960, au temps où il dénonçait l'humanisme, Michel Foucault réduisait la morale à la politique, comme on l'a vu tout à l'heure. 2 décennies plus tard, il voit dans l'éthique le fondement de la politique. Je vous remercie.